Claire Morel serra la sangle de son sac à dos d'une main tout en portant l'un de ses enfants endormis de l'autre. Les deux autres marchaient à ses côtés, traînant les pieds. Le soleil déclinait et le parc était devenu leur seul refuge. Ils n'avaient plus de maison où rentrer. Ils dormaient dans un centre d'accueil, mais ne pouvaient y entrer qu'après 20 heures. Durant la journée, ils erraient. Parfois à la recherche d'ombre, parfois à la recherche de nourriture. Claire avait 32 ans, du moins c'est ce qu'indiquait sa carte d'identité. Son visage, lui, en racontait bien plus. Des cernes prononcées, des lèvres desséchées, des cheveux sombres attachés avec un élastique usé. Elle avait été institutrice à l'école primaire, douée dans son métier. Jusqu'au jour où le directeur annonça la fermeture de l'établissement pour restructuration. Quelques mois plus tard, son mari, agressif et impatient, disparut. Depuis, tout n'avait été qu'une pente raide. Chaque soir, elle répétait le même rituel. Il marchait jusqu'au parc, cherchait un banc libre et s'asseyait en attendant que le temps passe. Parfois, elle racontait des histoires pour distraire les enfants. D'autres fois, elle inventait des chansons. Mais ce jour-là, elle n'en avait plus la force. La chaleur était étouffante, il n'avait mangé que du pain rassis, et sa tête résonnait comme un tambour. Elle se laissa tomber sur un banc en métal, fit asseoir les enfants à ses côtés et les couvrit de sa veste légère. Elle ferma les yeux juste une seconde. De l'autre côté du parc, un homme grand, aux cheveux gris soigneusement coiffés, descendait d'un 4x4 noir conduit par un chauffeur. Il s'appelait Édouard Lambert, propriétaire de l'un des plus puissants réseaux de concessions automobiles du pays. Costume gris clair, montre importée, chaussures cirées. Il venait de sortir d'un déjeuner avec des investisseurs dans un restaurant en face du parc. À présent, il se dirigeait vers sa voiture tout en consultant les notifications sur son téléphone. « Monsieur, le vol pour Chambéry est prévu demain à 7 heures. Souhaitez-vous que je confirme l'hôtel ?» demanda Élise, son assistante, marchant à ses côtés. « Oui, confirme », répondit-il sans lever les yeux. À ce moment précis, quelque chose attira son attention. Un mouvement, une impression. Il tourna la tête et la vit. Une jeune femme, la tête penchée vers l'avant, tenait dans ses bras 3 enfants endormis. L'un d'eux glissait dangereusement vers le bord du banc. Elle ne bougeait pas. Édouard s'arrêta. Il fronça les sourcils. Il ne comprenait pas pourquoi, mais quelque chose le poussa à s'approcher. « Tout va bien, madame ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Pas un mot. Il fit un pas de plus. Il vit le léger tremblement de ses mains, la pâleur de son visage. Élise le rejoignit, alarmée. « Que faites-vous ? Vous ne la connaissez même pas. »« Elle est inconsciente, dit-elle. » Édouard répondit d'un ton sec. « Je vais appeler une ambulance. » Les minutes suivantes lui parurent étranges. Il soutint la tête de la femme en appelant les secours. Il ôta sa veste et la posa sur les épaules des enfants. L'un d'eux ouvrit brièvement les yeux, le regarda, puis se rendormit. « Claire. »« Maman » murmura le petit. Le prénom s'imprima dans sa mémoire. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, Édouard ne bougea pas. Ils installèrent la femme sur une civière et il demanda qu'on prenne également les enfants. Élise insistait pour partir, mais il refusa. « Dites-moi dans quel hôpital vous l'emmenez » ordonna-t-il. Il nota le nom de l'établissement sur une carte. Lorsqu'il remonta enfin dans sa voiture, il resta un instant silencieux, le regard perdu par la fenêtre. Élise l'observait, déconcertée. « Ça va ? » ?»« Je ne sais pas. » Ils démarrèrent. Quelques mètres plus loin, le banc était désormais vide. Le soleil se couchait derrière les branches des arbres. Personne ne le savait encore. Émile dormait en serrant contre lui une couverture bleue. Mathis l'observait en silence, avec ses grands yeux sérieux qui rappelaient tant ceux de son père. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-il d'une voix basse. Claire força un sourire et se pencha pour lui caresser les cheveux. « Oui, mon trésor, je suis juste fatiguée. » La vérité, c'est qu'elle était fatiguée depuis des mois, fatiguée de la peur,
de la faim, de faire semblant que tout allait bien. Chaque nuit, elle dormait d'un œil seulement, redoutant qu'un résident du centre d'accueil ne s'approche trop des enfants. Chaque jour, elle errait dans les rues, juste pour les garder en mouvement et éviter les questions auxquelles elle ne savait pas répondre. Elle avait arrêté de compter les refus d'embauche, les regards gênés quand elle disait qu'elle avait 3 enfants, les fois où on lui avait dit qu'elle était trop qualifiée ou qu'elle ferait mieux de chercher ailleurs. C'était comme si le monde lui criait qu'il n'y avait plus de place pour elle. Elle se leva péniblement et se regarda dans le petit miroir de la salle de bain. Son visage était émacié, ses joues creusées, et une tache violacée sous un œil dont elle ne se souvenait même plus de l'origine. Elle se mouilla le visage à l'eau froide. Elle ne pouvait pas s'effondrer. Le visage de l'homme lui revint alors en mémoire. Il n'était ni jeune ni vieux. Il avait l'allure de quelqu'un qui commande, habitué à être écouté. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la pitié, c'était autre chose, plus difficile à identifier. On aurait dit, de la culpabilité. Mais de quoi? Elle soupira et sortit de la salle de bain. Elle s'assit à côté d'Émile, qui dormait encore, et lui caressa le front. « On va s'en sortir », murmura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour les enfants. Ce soir-là, l'hôpital les autorisa à rester. Une infirmière leur apporta un plateau avec du riz, des haricots et un jus. Pour les enfants, c'était un vrai festin. Claire, elle, n'avala presque rien. Quelque chose dans son estomac ne voulait pas se calmer. Une fois les 3 endormis, elle s'assit sur la chaise à côté du lit et sortit une feuille froissée de son sac. C'était le dernier avis de l'abri. Ils avaient jusqu'à vendredi pour présenter une attestation de travail, sinon ils perdraient leur place. Il restait 3 jours. Elle n'avait pas d'option. Elle regarda l'enveloppe contenant la carte que l'homme lui avait laissée. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la fixa un moment, puis la remit dans son sac. Elle n'avait besoin de l'aide de personne. Elle avait survécu seule jusqu'ici, et elle continuerait. Mais tandis qu'elle essayait de trouver le sommeil, dans ce silence rompu seulement par le bourdonnement des ventilateurs, une partie d'elle-même, infime mais tenace, se demandait si, cette fois, elle ne devrait pas faire une exception. Les jours suivants, Claire évita de penser à l'homme du parc. Elle était bien trop préoccupée à trouver de l'argent avant vendredi. Elle quitta l'hôpital mardi après-midi, ses enfants agrippés à sa jupe, et marcha droit vers l'abri. Par chance, leur place n'avait pas encore été prise. On leur donna un matelas pour 4, 2 couvertures, et une nuit de répit. Le mercredi, elle se leva tôt pour chercher du travail. Elle laissa les enfants quelques heures à une bénévole de l'abri et parcourut les rues, demandant dans les cafés, les magasins, les marchés point partout, on lui disait la même chose. Nous ne recrutons pas. Nous n'acceptons pas les personnes avec de jeunes enfants. Revenez un autre jour. Elle rentra au foyer, épuisée, les pieds enflés, les yeux brûlants. Elle trouva ses enfants en train de dessiner avec des crayons cassés sur une feuille de journal. Ils lui sourirent comme si le monde était simple. Elle leur sourit aussi, uniquement pour eux. Le lendemain, alors qu'elle servait de la soupe à ses enfants dans la file du réfectoire, une assistante sociale s'approcha avec une enveloppe blanche. « C'est pour toi, Claire. » Elle la prit avec méfiance. Aucun nom d'expéditeur, seulement, pour Claire Morel. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une enveloppe plus petite contenait un bon alimentaire, une carte de débit et un mot écrit à la main. Pour les enfants, rien de plus. Je n'achète pas ta dignité. Claire sentit son estomac se nouer. Il n'y avait pas de signature, mais elle sut aussitôt qui l'avait envoyé. Elle ferma les yeux un instant. Un mélange de soulagement, de colère et de honte l'envahit. Elle rendit l'enveloppe à l'assistante sociale sans dire un mot. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Le lendemain matin, alors qu'elle marchait avec les enfants vers une église où l'on servait des petits déjeuners gratuits, elle le vit. Il se tenait de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches, le visage impassible. Il ne portait pas de costume, mais il ne ressemblait pas non plus aux gens du quartier.
Claire s'arrêta. Ses enfants ne le remarquèrent pas. « Tu nous suis ?» demanda-t-elle, assez fort pour qu'ils l'entendent. Édouard traversa calmement. Il s'arrêta à une distance respectueuse. « Non, je voulais juste voir si tu avais accepté l'aide. »« Je ne l'ai pas accepté. »« Je sais. » Claire le fixa, les lèvres serrées. Elle ne savait pas quoi attendre de lui. Elle ne comprenait pas son insistance. Elle ne comprenait pas pourquoi il la troublait autant. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle enfin, plus bas. Édouard inspira profondément. Ce n'était pas une question à laquelle il pouvait répondre facilement. « Parce que je n'arrive pas à t'oublier. Parce que te voir t'évanouir sur ce banc m'a fait ressentir quelque chose. Et je ne suis pas habitué à ressentir quoi que ce soit. » Claire cligna des yeux. Pendant un instant, elle sembla vaciller. Les enfants tirèrent sa main. « Je n'ai pas besoin que tu me sauves, » dit-elle fermement, même si sa voix tremblait. « Et je ne suis pas là pour te sauver, » répondit-il. « Je veux juste que tu aies une option de plus. » Elle le regarda une dernière fois et reprit sa marche avec les enfants. Elle ne dit plus un mot. Édouard resta là, immobile, à les regarder s'éloigner. Il ne s'imposerait pas, mais il ne disparaîtrait pas non plus complètement. Parfois, l'aide la plus discrète est aussi la plus difficile à accepter. Édouard retourna à son bureau ce même après-midi, mais il n'était plus le même. Il s'assit face à son bureau sans ouvrir son ordinateur portable. Il fixait la paroi vitrée qui offrait une vue plongeante sur la ville. Les voitures ressemblaient à des jouets, les gens n'étaient que des points mouvants, rapides et sans direction. « Elle va vérifier les rapports du projet Sainte-Claire », lança Élise en entrant sans frapper. « Laisse-les là », répondit-il sans même la regarder. Élise posa le dossier sur la table et l'observa un instant de plus. Quelque chose dans cette tension silencieuse de son patron la mettait mal à l'aise. Elle referma la porte en sortant, consciente que ce n'était pas le moment de faire des remarques. Édouard ouvrit le dossier par réflexe. Il commença à feuilleter les pages sans grande attention jusqu'à ce qu'un nom attire son regard, complexe résidentiel Sainte-Claire, démolition de l'ancienne école primaire de 1934. Une douleur lui traversa la poitrine. Il saisit son téléphone et consulta rapidement le dossier numérique du projet. Ses craintes furent confirmées. L'école où Claire avait travaillé avait été rachetée par sa propre entreprise. La fermeture avait été approuvée par lui-même, près de 2 ans auparavant. Il ferma les yeux, abasourdi. À cet instant, tout devint clair. Il ne l'avait pas seulement vu tomber, ses enfants dans les bras, il faisait aussi partie des raisons de cette chute. Il s'affaissa sur sa chaise, la tête renversée en arrière. Jamais il n'avait réfléchi à ce qu'il advient des gens après un achat. Les projets n'étaient que cela, des papiers, des chiffres, des signatures, pas des vies humaines. Claire en faisait partie. Le lendemain, Édouard annula son agenda et se rendit directement à l'adresse du centre d'accueil. Il n'entra pas. Il resta dehors, observant à distance. Il vit Claire sortir, tenant ses enfants par la main, pressée, marchant vers on ne sait où. Elle ne le vit pas. Il sortit son téléphone et appela Élise. « J'ai besoin que tu me trouves une petite maison, simple mais sûre. Proche des transports publics, des écoles, et surtout dans un quartier sans antécédent d'expulsion. Je veux les papiers prêts aujourd'hui. C'est pour Claire. Oui. Et je veux que l'offre vienne de quelqu'un d'autre, sans mon nom ni celui de mon entreprise. Elle ne l'acceptera pas si elle sait que c'est moi. Tu essaies de réparer le passé? J'essaie de ne pas le reproduire. » Il raccrocha. Ce soir-là, Claire rentra au centre et trouva ses enfants en train de jouer avec un livre neuf. L'un des bénévoles le leur avait donné. C'était un livre pour enfants, illustré, aux grandes lettres colorées. Émile le tenait entre ses 2 mains comme un trésor. « Maman, regarde, » dit Théo, tout excité. Il y a une histoire sur une maman courageuse. Claire sourit, épuisée, et s'assit avec eux. Elle leur lut l'histoire à voix basse. En lisant,
Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'il lui restait encore à protéger. Après les avoir couchés, elle alla à la réception pour demander si quelqu'un avait laissé quelque chose à son nom. La réceptionniste lui remit une enveloppe beige cachetée. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait un contrat de location de 6 mois, payé d'avance, pour une maison modeste dans un quartier calme. Aucun nom, seulement des instructions pour se présenter avec une pièce d'identité. Claire resta longtemps à contempler ce papier. Quelque chose en elle s'adoucit, mais une autre partie demeurait méfiante. Rien n'est jamais gratuit, cela ne l'avait jamais été. Elle resta éveillée jusque tard dans la nuit, incapable de décider si elle devait accepter. Le poids de la faute appartenait à Édouard, mais celui de la survie lui revenait toujours. Claire marchait lentement sur le trottoir, le contrat froissé dans son sac et les enfants accrochés à sa jupe. Elle n'avait encore rien dit, pas même à elle-même. Elle n'était pas certaine de le faire. Cette maison pouvait être un piège, ou bien la première porte ouverte depuis longtemps et cela aussi faisait peur. Elle arriva à l'adresse indiquée à midi. Le soleil tapait fort et les enfants étaient agités. La rue était calme, bordée d'arbres maigres mais bien vivants. Les maisons étaient modestes, faites de briques peintes, certaines avec des plantes aux fenêtres. Elle s'arrêta devant la maison numéro 12. Elle était simple, une petite grille, un porche étroit et une porte blanche. Elle ne semblait pas abandonnée. Il y avait des rideaux propres et des pots de fleurs fanées. Claire déglutit et appuya sur la sonnette. Personne ne répondit. Elle sonna de nouveau, plus fort. Une femme âgée ouvrit alors la porte avec un air bienveillant. « Claire Morel ? » ?»« Oui, c'est moi. »« Entre, ma fille. On m'a prévenu de ta venue. Voici ta maison pour les 6 prochains mois. » Claire fronça les sourcils. « Qui a payé pour ça ? » ?»« On m'a seulement demandé de t'accueillir et de te remettre les clés. »« Je n'en sais pas plus. Mais si tu veux, on peut entrer et tout vérifier ensemble. » Claire hésita quelques secondes, puis poussa doucement les enfants à l'intérieur. Tandis qu'ils couraient de pièce en pièce, émerveillés d'avoir de l'espace, des lits, et même un poêle rien qu'à eux, Claire inspectait tout avec le regard affûté de celle qui a dormi maintes fois à même le sol. La maison était modeste mais propre. Elle comportait 2 chambres, un salon avec un vieux canapé confortable, une cuisine équipée du minimum et une salle de bain avec eau courante. C'était déjà un luxe pour eux. Dans le réfrigérateur, il y avait du lait, du pain, des œufs. Dans le placard, du riz et des haricots, soigneusement rangés. « Et si on me surveille ?» murmura-t-elle pour elle-même. « Maman, on va vivre ici ?» demanda Mathis depuis le salon. Claire s'agenouilla devant lui. « Juste pour un moment, le temps que maman trouve un travail et qu'on puisse payer notre propre logement. » « D'accord, » répondit l'enfant en la serrant fort dans ses bras. Ce soir-là, alors que les enfants dormaient pour la première fois dans des lits séparés, Claire s'assit sur le porche avec une tasse de thé chaud. Quelque chose remuait en elle. Elle ne savait pas si c'était du soulagement, de la peur ou les deux à la fois. Soudain, une silhouette franchit la grille. Édouard s'approchait, seul, sans chauffeur, sans costume. Il portait une chemise claire et un jean, et tenait à la main un sac de livres pour enfants. Claire se leva brusquement. « Comment sais-tu que je suis ici ? » ?»« C'est moi qui ai tout organisé. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est mon entreprise qui a détruit ton école, qui t'a laissé sans travail, et sans m'en rendre compte, je t'ai poussé là où tu es aujourd'hui. Le minimum que je puisse faire, c'est assumer ce que j'ai fait. » Claire serra les lèvres. Ses yeux débordaient d'une colère contenue. « Tu ne m'as pas poussé. Je suis tombé parce que ce système est pourri. Et je n'ai pas besoin que tu viennes me sauver. Je ne suis pas ta cause à rédemption. »« Je sais, » répondit-il d'une voix calme. « C'est pour ça que je ne suis pas venu te sauver, mais te dire la vérité. Et si c'est tout ce que je peux t'offrir, alors sois. » Il lui tendit le sac de livres et fit demi-tour pour partir. Claire le regarda s'éloigner, le cœur battant fort. Elle ne savait pas si elle devait lui crier dessus,
courir après lui ou simplement fermer la porte à double tour. Mais une chose était sûre, cet homme n'était plus seulement une figure distante, il avait franchi la ligne et faisait désormais partie de son monde. Même si elle ne savait pas encore si c'était une bonne chose ou un danger. La maison commençait à ressembler un peu à un foyer. Les enfants s'adaptaient vite. Chaque jour, ils se levaient avec plus d'énergie, se disputaient moins et riaient même sans culpabilité. Claire, en revanche, restait sur ses gardes. Elle dormait d'un œil, comme si elle craignait que tout cela disparaisse du jour au lendemain. Les premiers jours dans la nouvelle maison se passèrent à nettoyer, ranger et chercher un moyen de gagner de l'argent. Claire envoya des CV à des écoles publiques, à de petits commerces. Elle envisagea même de reprendre les cours particuliers si elle trouvait des élèves. Elle n'avait encore reçu aucune réponse, mais refusait de rester les bras croisés. Un après-midi, alors qu'elle étendait le linge dans le petit jardin arrière, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir violemment. « Maman !» cria Théo, affolé. Claire courut au salon. Les 3 enfants étaient blottis dans un coin, apeurés. Et là, dans l'entrée, se tenait Benoît, le père des enfants. Il portait une chemise froissée, un mégot éteint coincé derrière l'oreille et un regard qui la fit reculer instinctivement. Il avait cette expression qu'elle connaissait trop bien, mélange de moquerie et de menace. « Alors c'est ici que tu te caches, dans des maisons de riches ?» lança-t-il avec un sourire en coin. « Qui s'occupe de toi maintenant, Claire ?»« Dégage de chez moi, » répliqua-t-elle avec fermeté. « Ta maison ? S'il te plaît. » Il fit un pas à l'intérieur. « J'ai entendu dire que quelqu'un t'aidait. » Un homme d'affaires, non ? Comme c'est pratique. Et toi, tu m'appelais profiteuse ? Claire s'interposa entre lui et les enfants. Tu n'as aucun droit d'être ici. Tu n'as signé aucun papier de garde. Tu ne m'as pas cherché pendant des mois. Tu n'étais pas là quand ils avaient de la fièvre, ni quand nous n'avions rien à manger. Benoît éclata d'un rire sec. Et maintenant, tu veux jouer à la mère protectrice ? Écoute, Claire, je suis venu voir ce qui se passe, parce que si quelqu'un te file de l'argent, je veux ma part. Ce sont aussi mes enfants, non ? Non, cria-t-elle. Tu n'es pas venu pour eux. Tu es venu par intérêt, comme toujours. Les enfants tremblaient en silence. Émile pleurait sans un bruit. Écoute, je ne veux pas de problème, dit Benoît en levant les mains comme s'il était le gentil de l'histoire. Mais si tu continues comme ça, je peux demander la garde. Un juge pourrait m'écouter. Après tout, qui va te croire ? Une femme sans emploi, sans mari, avec l'aide mystérieuse d'un millionnaire. Claire sentit le sol vaciller sous ses pieds. Par maintenant, dit-elle d'une voix basse. Et si tu t'approches encore une fois, je te dénonce. Benoît la fixa un long moment, puis esquissa un sourire méprisant. On se reverra bientôt. Il sortit en claquant la porte. Claire s'effondra au sol. Les enfants coururent vers elle. Elle les serra fort, consciente qu'elle ne pourrait pas toujours les protéger. Pas seule. Pas tout le temps. Cette nuit-là, elle attendit que tout le monde dorme et composa le numéro qu'elle avait mémorisé sans le vouloir. Oui, répondit la voix d'Édouard. Il est venu. Le père des enfants m'a menacé. Il a dit qu'il pourrait demander la garde. Silence. J'arrive, répondit Édouard d'un ton résolu. Claire raccrocha sans rien ajouter, regarda par la fenêtre et, pour la première fois, ne se sentit pas coupable de ne pas pouvoir tout affronter seule. Elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Chaque bruit dehors semblait une menace. Chaque ombre sur la vitre, une silhouette prête à revenir. Elle ne réveilla pas les enfants. Elle les observait dormir, enchevêtrés sous des couvertures usées, inconscients de la peur qui étreignait leur mère. Édouard arriva à l'aube. Il ne posa aucune question. Il portait un sac contenant du pain, des fruits et du café. Il s'assit en silence dans la cuisine pendant que Claire restait debout, les bras croisés. Elle tremblait.
Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle sans détour. Tout ce qu'il faut pour les protéger, répondit-il. Claire ne répondit pas. Une partie d'elle voulait le croire. Mais une autre, plus ancienne, plus meurtrie, lui murmurait que personne ne fait jamais rien sans attendre quelque chose en retour. Je ne peux plus fuir, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Mais tu ne peux pas non plus rester là à attendre qu'il revienne, répondit Édouard, la regardant calmement. Ce même après-midi, Claire contacta une avocate, amie d'une ancienne collègue. Elle lui expliqua la situation. La femme fut claire, si Benoît demandait la garde et prouvait qu'il avait un emploi ou une stabilité minimale, il pouvait engager une procédure légale. Ce ne serait pas facile, mais pas impossible non plus, surtout s'il réussissait à la faire passer pour instable ou influencée par d'autres. Claire raccrocha, le cœur serré. Je ne peux pas les mettre en danger, dit-elle à Édouard ce soir-là. Je ne peux pas attendre qu'il décide du moment où il nous détruira. Il faut que je parte avec eux. Où iras-tu? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas rester là à attendre le prochain coup. Édouard la fixa attentivement. Alors laisse-moi t'aider. Claire secoua la tête. Je ne veux plus de faveur. J'ai juste besoin de disparaître un temps, d'être loin. Je trouverai un endroit. Pourquoi? Parce que tu comptes pour moi, Claire, répondit-il avec une fermeté qui la désarma. Parce que je te jure que ce n'est plus une question de culpabilité. Elle baissa les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit écoutée, vue. À 3 heures du matin, Claire réveilla doucement les enfants. On va jouer à un jeu, leur dit-elle à voix basse. On part à l'aventure, mais vous devez rester silencieux comme des ninjas. Les 3 acquiescèrent, encore à moitié endormis. Édouard les attendait déjà dehors dans une voiture sombre et discrète. Personne ne les vit partir, personne ne les suivit. Ils roulèrent pendant des heures en silence, traversant des routes secondaires, de petits villages, des chemins de terre. Le soleil commençait à se lever quand ils arrivèrent à un endroit isolé, une maison simple, entourée d'arbres, avec un vieux portail et des fleurs sauvages poussant librement. Claire descendit avec les enfants et inspira profondément. Pour la première fois depuis des jours, l'air ne sentait plus la peur, mais la terre humide, la paix. « Où sommes-nous » demanda Mathis. « Dans un endroit sûr », répondit Édouard en ouvrant la porte de la maison. À l'intérieur, il y avait des lits propres, de l'eau, un peu de nourriture dans le garde-manger. Assez pour quelques jours. Il n'y a ici aucun registre, ni voisin proche. Personne ne viendra vous chercher, assura-t-il. Claire acquiesça, s'assit au bord du lit et cacha son visage dans ses mains. Édouard s'approcha, sans la toucher. Il dit simplement. Tu n'es pas seule. Elle ne répondit pas, mais cette nuit-là, pour la première fois, elle dormit sans sursauter. Et les enfants aussi. Ils passèrent 3 jours dans la maison cachée. Le calme semblait étrange, comme s'il ne lui appartenait pas. Claire cuisinait avec ce qu'elle avait, lavait le linge à la main et sortait regarder les enfants courir entre les arbres. Ils avaient l'air heureux, et elle aussi l'aurait été, sans ce nœud constant dans l'estomac. Édouard passait ses matinées dans le village le plus proche à passer des appels depuis une cabine et à acheter l'essentiel. Il revenait toujours avec du pain frais, des fruits et une petite attention pour les enfants, un cahier à dessin, des crayons de couleur, des livres d'occasion. Mais cet après-midi-là était différent. Claire était assise à l'entrée, en train de trier des haricots, lorsqu'elle le vit arriver, le front plissé. Elle remarqua la tension dans ses épaules, un silence inhabituel. Quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en posant le bol. Édouard s'assit face à elle sur un petit banc en bois. « Il faut que je te dise quelque chose. Je ne peux plus le garder pour moi. » Claire le regarda sans rien dire. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle savait que les confessions venaient souvent avec des tempêtes. Il y a 2 ans, quand j'ai perdu mon travail, on m'a dit que l'école avait été vendue, mais je n'ai jamais su à qui, dit-elle, devinant ce qui allait suivre. Édouard baissa les yeux. C'était à moi.
Enfin, à mon entreprise. C'est moi qui ai signé l'achat. Le projet prévoyait la démolition du bâtiment. Je n'ai jamais demandé qui y travaillait, je n'ai vu que les chiffres. Claire sentit l'air lui manquer. Elle se leva d'un bond, sonnait. Tu es en train de me dire que c'est toi qui as détruit mon école? Oui. Tu m'as laissé sans travail, sans le vouloir. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que ça ne t'a jamais importé. Cria-t-elle, des larmes retenues dans la voix. Pour toi, ce n'était que des papiers. Pour moi, c'était ma vie, ma vocation, tout ce que j'avais. Les enfants écoutaient depuis la fenêtre. Édouard leur jeta un regard et baissa la voix. Claire, je te le dis parce que je ne veux plus mentir. Je m'en suis rendu compte trop tard, mais je ne pouvais plus continuer à faire semblant d'être aveugle. Elle se serra la poitrine, tremblante. Et maintenant tu arrives avec de la nourriture, des maisons, de l'aide. Qu'est-ce que tu veux? La rédemption. Je veux réparer ce que j'ai brisé, ne serait-ce qu'un peu. Pas pour sauver les apparences, ni par culpabilité, mais parce que je t'ai vu sur ce banc, et depuis, je ne peux plus t'oublier. Claire le regarda longuement. Ses yeux étaient pleins de colère, mais aussi d'autres choses, plus difficiles à avouer, de la déception. Je t'ai haï, dit-elle enfin. Quand j'ai appris que l'école allait fermer, j'ai maudit les hommes comme toi, froids, distants, qui décident du sort des autres depuis un bureau climatisé. Je ne sais pas ce que ça fait de regarder ces enfants dans les yeux et ne rien avoir à leur donner. Je ne le sais pas, admit-il. Mais je veux apprendre. Elle détourna le regard. La douleur était encore trop vive, mais il y avait quelque chose dans sa voix. Quelque chose de sincère. Tu ne peux pas acheter mon pardon, dit-elle fermement. Je ne veux rien acheter. Juste être là. Si tu me laisses. Claire ne répondit pas. Elle rentra dans la maison sans dire un mot, les yeux brûlants, la poitrine lourde. Mais elle ne ferma pas la porte. Elle la laissa entr'ouverte, et Édouard resta assis dehors à attendre. Les jours suivants, Claire évita Édouard. Elle ne lui parlait pas, ne le regardait pas, répondait à peine par un signe de tête quand il posait une question. Ce n'était pas par orgueil, mais par confusion. Il représentait tout ce qu'elle avait appris à ne pas croire, le pouvoir, le contrôle, les décisions prises sans penser aux conséquences. Et pourtant, il était là, à se lever tôt, laver la vaisselle, balayer la cour, jouer avec les enfants comme s'il ne portait pas le poids de ses actes. Claire l'observait depuis la fenêtre. Parfois, elle le voyait sourire en apprenant à Théo à faire ses lacets, ou en expliquant à Émile comment utiliser une loupe pour observer les insectes, ou simplement en s'asseyant en silence à côté de Mathis quand l'enfant ne voulait pas parler. Ces gestes fissuraient ses défenses, mais ce n'était pas suffisant. Un matin, alors que les enfants dormaient encore, Claire sortit sur le porche et s'assit à côté de lui. Édouard tenait une tasse de café entre ses mains, les yeux fatigués. « Je ne sais pas encore si je peux te pardonner, dit-elle sans le regarder. Édouard acquiesça sans répondre. Mais je me rends compte que je ne veux plus continuer à te haïr non plus. Il se tourna un peu vers elle. Merci de me le dire. Claire inspira profondément. Qu'est-ce que tu vas faire quand tout ça sera terminé? Je le fais déjà, répondit-il. Et cet après-midi-là, il tint sa promesse. Édouard retourna en ville, en silence. Élise l'attendait dans son bureau avec un dossier rempli de documents. Elle ne posait pas de questions. Elle agissait. Tu es sûr de toi? Plus que jamais. Il signa tous les documents sans hésiter. Il fit don du terrain de l'ancienne école à une coopérative d'enseignants. Il renonça aux droits de développement. Il annula l'investissement de plusieurs millions qui était en cours. Il savait qu'il y aurait des poursuites, que ses associés le remettraient en question, mais cela lui était égal. Ensuite, il demanda à son équipe juridique de rédiger une confession volontaire. Il remit des documents prouvant que plusieurs expulsions, y compris celle de Claire, avaient été menées de manière irrégulière. Il savait que ces révélations lui feraient perdre des contrats.
que certains le considéraient comme un traître. Cela ne l'importait pas. Il laissa tout entre les mains de ses avocats, éteignit son téléphone et retourna au refuge. Claire l'attendait à l'entrée. Elle ne lui posa aucune question. Elle le vit simplement descendre de la voiture, les épaules basses, comme s'il avait laissé derrière lui une partie de lui-même. Édouard s'approcha lentement. « Je l'ai fait, dit-il simplement. »« Fait quoi ?»« J'ai renoncé au terrain. J'ai remis les documents concernant l'expulsion. » Il n'y a plus de retour en arrière. Claire le regarda fixement, non pas par surprise, mais à cause de ce que ce geste signifiait. Ce n'était pas seulement de la justice, c'était une perte réelle. Renoncer à l'argent, au pouvoir, à la réputation pour elle, pour les enfants, pour faire ce qui est juste. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. « Rester ici, si tu me le permets. » Elle fit un pas vers lui, puis un autre. Il n'y avait ni larmes ni grand discours, juste une longue étreinte silencieuse, au milieu de la cour de terre, tandis que les arbres dansaient au rythme du vent. Ce n'était pas encore le pardon. Mais c'était un commencement. Une semaine plus tard, Claire reçut une notification d'une assistante juridique du tribunal. La demande de garde déposée par Benoît avait été rejetée. La juge en charge de l'affaire avait tenu compte des documents présentés par l'avocat d'Édouard, qui démontraient non seulement les irrégularités liées à l'expulsion, mais aussi les antécédents d'abandon et de violence du père biologique. Claire lut la décision plusieurs fois, les mains tremblantes. Elle ne pleura pas, ne cria pas non plus, elle ressentit simplement une paix si profonde qu'elle ne sut pas, un instant, quoi en faire. Les enfants jouaient dans le jardin, sans se douter de ce que cela signifiait. « C'est officiel ?» demanda Édouard en la voyant sortir avec les papiers. Claire acquiesça. La juge m'a accordé la garde définitive. Il esquissa un sourire. Ce n'était pas un sourire de victoire, mais de soulagement. Alors maintenant, tu es libre. Claire le regarda avec une expression paisible. Libre, oui, mais aussi fatigué. Ils s'assirent sur les marches du perron. Édouard apporta 2 verres d'eau fraîche et les lui tendit. Je ne t'ai jamais posé une question, dit-elle après un moment. Que attends-tu de tout ça? Édouard la regarda sincèrement. Rien que tu ne veuilles donner. Je ne suis pas habitué à ça, avoua Claire. Chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose pour moi, il attendait toujours quelque chose en retour, même s'il ne le disait pas. Moi non plus, je n'étais pas habitué à ne pas tout contrôler, répondit-il. Mais j'ai appris avec toi qu'il y a des choses plus importantes que d'avoir raison ou d'avoir du pouvoir. Claire l'observa en silence. Pour la première fois, elle commençait à voir Édouard comme un homme. Pas comme un symbole, ni comme l'ennemi, ni comme le sauveur, juste comme quelqu'un, comme elle, qui essayait de bien faire avec les moyens dont il disposait. Ce soir-là, les enfants organisèrent une petite fête dans le jardin. Ils accrochèrent des dessins aux branches, étendirent des couvertures sur le sol et demandèrent à leur mère de leur raconter une histoire. Édouard les observait à distance, riant doucement de leur pitrerie, comme s'ils se sentaient déplacés, même si c'était de moins en moins le cas. Quand Claire eut fini de lire, Théo courut vers Édouard avec un livre à la main. « Tu peux lire celui-là. » Édouard prit le livre avec maladresse. « Bien sûr, mais vous devrez m'aider pour les voix. » Les 3 enfants s'installèrent autour de lui. Claire les observait depuis la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à imaginer un avenir qui ne se résumait pas à survivre au lendemain. Le jour suivant, Claire fut convoquée pour témoigner officiellement devant la juge. La magistrate avait été claire, Claire avait désormais l'entière responsabilité des enfants. Il n'y aurait plus de foyer d'accueil, ni de visites inopinées, ni de menaces extérieures. Claire sortit du tribunal les documents officiels à la main. Édouard l'attendait sur le trottoir. « Alors ?» demanda-t-il. Elle leva les papiers avec un sourire serein. « Ils sont à moi. Entièrement à moi. » Ils s'enlacèrent sans un mot. Ce n'était pas seulement une victoire juridique, c'était la confirmation de tout ce qu'ils avaient traversé.
Et bien que l'avenir restât incertain, pour la première fois, Claire n'avait plus peur de demain. Elle savait que, quoi qu'il arrive, elle ne serait plus jamais seule. Une semaine après l'audience, la vie reprenait son cours à la maison de campagne, avec une étrange impression de normalité. Édouard s'était installé dans une pièce au fond, avec peu d'affaires mais une présence constante. Il n'imposait rien, ne donnait pas d'ordre. Il était là. Et cela devenait de plus en plus difficile pour Claire d'ignorer cette simple présence. Ce soir-là, alors que les enfants dessinaient sur la véranda, Édouard apparut avec un sac à la main. « Je suis allé au village. J'ai ramené du pain, du fromage, et ceci, dit-il en sortant un petit livre relié à la main. Je l'ai trouvé à une foire. C'est une collection d'histoires écrites par des institutrices rurales. » Claire le prit délicatement, comme un objet fragile. Elle l'ouvrit et lut en silence la dédicace au crayon sur la première page, à celle qui n'a jamais cessé d'enseigner, même sans salle de classe. Ses yeux s'embuèrent. « Merci, dit-elle à voix basse. » Édouard sourit, sans rien ajouter. Il s'assit à ses côtés, en silence. Quelques minutes passèrent. Claire referma le livre, se tourna vers lui et parla franchement. « Que as-tu vu en moi ce jour-là » Édouard ne fit pas semblant de ne pas comprendre. « J'ai vu une femme qui ne renonçait pas, même quand elle n'avait plus rien. J'ai vu une force que je n'ai jamais su posséder. J'étais brisé, et pourtant tu prenais soin d'eux, tu les serrais dans tes bras, tu les faisais sourire. Tu sais combien de gens dans mon monde ont tout, mais sont incapables de faire ça ?» Claire baissa les yeux. « Ça m'a coûté beaucoup de t'ouvrir la porte. Je sais. Mais maintenant que tu es là, ça me fait peur que tu partes. » Édouard la regarda avec intensité. « Je ne compte pas partir. Pas si tu ne me le demandes pas. » Elle avala sa salive. « Je ne sais pas comment on fait. Je n'ai jamais été avec quelqu'un qui ne cherchait pas à me contrôler, qui ne me rabaissait pas. Alors, apprenons ensemble. » Claire le regarda. Pour la première fois, il n'y avait ni doute ni douleur dans ses yeux. Seulement une paix nouvelle, fragile, mais réelle. « D'accord, dit-elle, mais pas à pas, les pieds sur terre. »« Je ne sais pas faire autrement, » répondit-il en souriant. Ce soir-là, quand les enfants dormaient, Claire et Édouard sortirent dans le jardin. Le ciel était dégagé. Les étoiles brillaient d'un éclat qu'on avait oublié en ville. « Que se passera-t-il quand tu retourneras à ta vraie vie » demanda-t-elle. « Ceci est ma vraie vie » répondit-il. Le reste, c'était du bruit. Claire posa sa tête sur son épaule. Ce n'était pas une promesse, ni un conte de fées. Juste une nuit paisible. Et après tout ce qu'ils avaient vécu, c'était suffisant pour l'instant. Les jours commencèrent à s'écouler avec une douceur inattendue. La maison ne semblait plus un refuge temporaire, mais un foyer en construction. Chaque recoin portait une trace d'eux. Les dessins des enfants accrochés au mur, les tasses dépareillées que Claire trouvait au marché du village, les outils de jardin qu'Édouard avait achetés sans savoir s'en servir, mais avec un enthousiasme sincère. Un matin, Théo courut dans la cour avec un bâton à la main, criant qu'il était un chevalier. Édouard le suivit avec un balai, riant comme un enfant. Claire les observait depuis la cuisine, le visage baigné de soleil, habité par une paix qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Après le petit déjeuner, Claire sortit son vieux ordinateur portable. L'écran était fendu dans un coin, mais il fonctionnait encore. Grâce à la connexion du village, elle rouvrit son profil de professeur en ligne. Elle se mit à organiser des cours virtuels pour des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez pour se sentir de nouveau utile. « Tu te vois faire ça à long terme ?» lui demanda Édouard ce soir-là en arrosant les plantes. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Mais c'est un début. J'aime enseigner. Ça me rappelle qui je suis. »« Tu ne l'as jamais oublié, » dit-il. « Tu l'avais juste mis de côté un temps. » Claire le regarda avec tendresse. Il n'y avait plus de méfiance,
seulement cette prudence naturelle de ceux qui ont beaucoup vécu et appris à avancer lentement. Un après-midi, alors qu'Édouard tentait de planter des tomates dans le potager sans grand succès, les enfants coururent vers lui. « Édouard, Édouard, maman nous a laissé t'inviter au goûter. »« Et qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Du pain au chocolat et des histoires. » cria Émile. « Et si c'était moi qui en lisais une, cette fois ?» proposa Édouard, surpris par sa propre idée. Oui. Claire les attendait sur la véranda, la table dressée, du pain tout juste sorti du four, du beurre, du chocolat chaud et le livre qu'Édouard lui avait offert quelques semaines plus tôt. Il s'assit, entouré des enfants, et commença à lire à voix haute. Sa voix était ferme, mais chaleureuse, et même s'il se trompait sur certains mots, les enfants le corrigeaient en riant. Claire les regardait en silence, le cœur serré. Cet homme avait laissé derrière lui ses bureaux, ses costumes, son confort. Il avait troqué tout cela pour des moments comme celui-ci, non pas par culpabilité, ni par obligation, mais par choix. Quand les enfants se furent endormis sur le tapis, Édouard les couvrit d'une couverture. En revenant sur le porche, il trouva Claire appuyée contre la rambarde, le regard tourné vers le ciel. « Merci d'être resté, dit-elle sans se retourner. « Merci de m'avoir laissé rester, répondit-il. Claire prit sa main. Ce n'était ni une déclaration, ni un engagement. C'était une manière de dire « nous allons bien ». Après tout ce qu'ils avaient vécu, c'était déjà beaucoup. Ce soir-là, alors qu'il fermait les fenêtres et éteignait les lumières, Édouard s'arrêta devant le miroir de la salle de bain. Il ne voyait plus le chef d'entreprise parfait, l'homme au costume coûteux et à la montre de luxe. Il voyait quelqu'un de plus simple, de plus vrai, quelqu'un qui avait enfin trouvé un endroit où il voulait rester. Et cet endroit, ce n'était ni une ville ni une maison. C'était Claire, c'étaient les enfants, c'était la vie qu'ils avaient choisi de construire, pas à pas, avec leurs cicatrices, leur passé, mais aussi avec l'espoir. Un après-midi frais d'automne, plusieurs mois plus tard, Claire et Édouard revinrent à Mexico avec les enfants. Il n'y avait ni rendez-vous, ni démarche à faire, ni visite à honorer, seulement une décision commune, fermer un chapitre. Ils se garèrent dans une rue tranquille, loin du bruit, et marchèrent ensemble jusqu'au parc où tout avait commencé. Le même banc, la même ombre des arbres mais eux, ils n'étaient plus les mêmes. Claire s'arrêta devant le banc, inspira profondément et le toucha de la main, non comme quelqu'un qui rouvre une blessure, mais comme quelqu'un qui remercie d'en avoir survécu. Ce jour-là, je croyais ne plus jamais me relever, dit-elle à voix basse, que j'allais m'éteindre comme une bougie devant mes enfants. Édouard s'assit lentement. Les enfants jouaient au loin, courant entre les balançoires, riant comme si le monde n'avait jamais été cruel. Et moi, répondit-il, je pensais pouvoir vivre toute ma vie sans rien ressentir. Jusqu'à ce que je te voie. Claire s'assit à côté de lui. Le vent jouait dans ses cheveux. Le soleil tombait à travers les feuilles avec la même lumière dorée qu'à ce moment-là, mais maintenant, il n'y avait plus ni peur ni solitude. Tu sais ce qui est le plus étrange, dit-elle en souriant des yeux. Ce n'est ni l'argent, ni la maison, ni les papiers qui m'ont sauvé. Alors, qu'est-ce que c'était? C'est que tu n'es pas parti. Édouard baissa les yeux, ému. Ce n'était pas facile de rester. Je le sais. Mais tu l'as fait quand même. Ils restèrent en silence à regarder les enfants. Émile poussait Mathis sur la balançoire pendant que Théo faisait semblant d'être un dragon. Le son de leur rire remplissait tout. Claire entrelaça ses doigts avec ceux d'Édouard. Il n'y avait plus de doute, plus de cicatrices à vif. Ce qu'ils avaient vécu les avait façonnés, mais ne les avait pas définis. Ils avaient choisi de se reconstruire avec patience, avec soin. Tu imagines si tu ne t'étais pas retourné ce jour-là, demanda-t-elle. Je préfère imaginer que j'allais te trouver, d'une manière ou d'une autre, répondit-il avec un sourire doux. Claire posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi un long moment, en silence, comme si le monde pouvait s'arrêter sans conséquence. Il n'y avait pas besoin de grandes déclarations ni de promesses éternelles, car la véritable histoire avait déjà été racontée et non avec des discours,
mais avec des gestes, non avec des miracles, mais avec des choix. Et ainsi, sur le même banc où la douleur avait atteint son paroxysme, un nouveau départ était né. Ce n'était pas un conte de fées, mais c'était réel, et pour eux, c'était bien plus précieux. Si cette histoire vous a touché autant que nous en la racontons, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Avez-vous déjà eu l'impression que le destin avait croisé votre chemin avec celui de quelqu'un qui a changé votre vie pour toujours? Votre avis compte, et nous serions ravis de vous lire. Signe pouce vers le haut, cliquez sur « J'aime » si vous croyez aux secondes chances et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir vrai. Cœur rouge si vous avez aimé cette histoire pleine d'humanité, de lutte et d'amour véritable, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines. Ici, chaque récit naît de l'âme et cherche à inspirer. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Globe sur la zone Europe-Amérique, nous voulons savoir jusqu'où vont nos histoires.